Sur une ancienne carte des frontières du royaume, l'Ain n'apparaît pas encore comme un département. Il est une couture, une ligne fragile entre plusieurs mondes. À l'ouest, les terres basses de la Bresse regardent vers la Saône et la Bourgogne. À l'est, les montagnes du Bugey ferment l'horizon et ouvrent que la route des Alpes. Plus loin, le pays de Gex surveille Genève, tandis que la Dombes, avec ses étangs et ses privilèges, semble vivre selon ses propres règles. Comment un territoire aussi morcelé a-t-il pu devenir une seule terre française? Et pourquoi Rome, la Bourgogne, la Savoie puis la France ont-elles toutes cherché à leur manière à le tenir? Il reste aujourd'hui des noms de villages, des ruines fortifiées, des routes anciennes, des inscriptions effacées, des archives de traités et quelques pierres qui racontent une vérité discrète. L'Ain n'a jamais été une simple province tranquille. Il a été une zone de passage de frontières de convoitises et d'échanges, une terre que l'histoire de France a souvent traversée sans toujours se souvenir de l'avoir disputée. Bienvenue sur Hexachronique, la chaîne où nous rouvrons les dossiers oubliés, les mystères historiques et les fragments méconnus de la mémoire française. Si vous aimez les récits oubliés, les énigmes du passé et les histoires que la France a presque laissé disparaître, pensez à vous abonner à Hexachronics. Pour comprendre l'Ain, il faut d'abord oublier l'image administrative du département moderne. Avant 1790, cette terre n'est pas une unité. Elle est un assemblage de pays anciens, la Bresse, le Bugey, le Val-Romée, le pays de Gex et la Dombe. Chacun possède sa mémoire, ses maîtres, ses routes, ses rivalités et parfois ses lois. Les textes anciens rappellent que le territoire fut longtemps composé de ces contrées aux destins différents avant d'être réunis dans une même carte départementale. Ce détail est essentiel car il explique pourquoi l'Ain semble toujours placée entre deux récits, celui de la France intérieure et celui des Marches orientales, là où les royaumes, les duchés et les empires se touchent sans jamais se confondre. Avant même que les rois de France n'y posent durablement leur autorité, avant même que la maison de Savoie n'y installe ses droits, la région appartenait déjà à une géographie plus ancienne. Les Ambars, liés aux Éduins et les Sébusiens, occupaient une partie de ces terres avant la conquête romaine. Les noms d'Ambérieux ou d'Ambronais ont parfois été rapprochés de ces peuples anciens, même si l'étymologie, comme souvent, demande prudence. Des vestiges celtiques, des sépultures, des haches de pierre, des monnaies, des traces dispersées dans le sol, ont nourri l'idée d'une région habitée depuis longtemps par des communautés dont la mémoire n'a survécu qu'en fragments. Mais déjà, une question surgit: si ces peuples ont laissé des signes, pourquoi leur histoire paraît-elle si silencieuse? La réponse se trouve en partie dans la violence des grandes routes. Au 1er siècle avant notre ère, la Gaule n'est pas encore romaine, mais elle est déjà traversée par des tensions. Les peuples s'allient, se combattent, appellent à l'aide des puissances extérieures. Les Séquanes, les Éduins, les Helvètes, les Germains d'Ariovistes puis Césars, tous ces noms entrent dans une même mécanique. Lorsque les Helvètes cherchent à se déplacer vers l'ouest, César les bloque près de Genève. D'après le récit antique, ils franchissent alors d'autres passages et ravagent notamment les terres des Ambars. Ce n'est pas seulement une invasion locale, c'est un basculement. Le territoire de l'actuelle Ain se retrouve pris dans un mouvement beaucoup plus vaste, celui qui permet à Rome de justifier son intervention et d'imposer progressivement son autorité sur la Gaule. La domination romaine ne transforme pas seulement les frontières. Elle transforme les voies, les bourgs, les habitudes, la manière même dont l'espace est contrôlé. Dans l'Ain, les Romains ne laissent pas les monuments spectaculaires que l'on peut admirer à Nîmes, Arles ou Orange. Mais l'absence de grands vestiges ne signifie pas l'absence d'histoire. Des traces d'hôtels, de voies d'aqueducs de bains ou d'aménagements anciens ont longtemps rappelé la présence d'une civilisation qui pensait le territoire comme un réseau. La région n'était pas seulement un bord de carte, elle était un passage entre la vallée du Rhône, Lyon les Alpes, et le monde helvétique. C'est là que le dossier devient plus troublant.
Le Val-Romée a parfois été expliqué comme une ancienne Valli Romana, une vallée romaine. Cette interprétation existe dans la tradition, mais il serait imprudent de la présenter comme une certitude absolue. Les noms de lieux gardent parfois la mémoire du passé, mais ils la déforment aussi. Ce qui demeure intéressant, ce n'est pas seulement de savoir si le Val-Romée porte réellement dans son nom la marque directe de Rome. C'est que, pendant des siècles, les habitants et les érudits ont ressenti le besoin de rattacher cette vallée à une profondeur romaine, comme si la terre elle-même réclamait une origine plus ancienne que les frontières politiques qui allaient plus tard la découper. Puis Rome s'affaiblit. Les lignes qu'elle avait tracées deviennent plus fragiles. Au IVe et au Ve siècle, les peuples germaniques traversent l'Occident romain. Les textes anciens décrivent que le passage des Suèves, des Alains, des Vandales, puis la pression des Huns. Mais dans cette région, ce sont surtout les Burgondes qui laissent une empreinte durable. Leur arrivée n'est pas seulement un épisode militaire. Elle marque l'installation d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle aristocratie, d'une autre manière de partager la terre. Le royaume burgonde finit par s'étendre sur une partie de l'est de la Gaule avant d'être absorbé par les Francs en 534. Là encore, l'un n'est pas au centre du récit national, mais il est dans la zone où les mondes se superposent. Les Burgondes ne disparaissent pas sans laisser de traces. Leur loi longtemps appelée loi Gombette témoigne d'un effort pour organiser la cohabitation entre populations gallo-romaines et nouveaux maîtres. Les textes anciens évoquent des partages de terres, des rapports complexes entre anciens possesseurs et nouveaux venus. Il faut se méfier des formules trop simples, la réalité variée selon les lieux, les statuts et les situations. Mais une chose est sûre dans ces provinces qui deviendront plus tard la Bresse et le Bugey, le sol ne change pas seulement de propriétaire. Il change de mémoire. La domination n'efface pas l'ancien monde d'un seul coup. Elle le recouvre couche après couche, comme une inscription gravée puis réécrite. Au haut Moyen-Âge, les cartes deviennent difficiles à lire. Les noms se déplacent, les pouvoirs se divisent, les droits se transmettent, se perdent, se reprennent. Après l'Empire de Charlemagne, le traité de Verdun de 843 fragmente l'espace impérial. Les territoires de l'actuelle Aisne se retrouvent pris dans les recompositions entre Francie-Lotharingie, royaume de Bourgogne, puis puissance féodale. C'est une époque où l'histoire de France ne parle pas encore d'un département, ni même d'une province unique, mais de seigneuries de comtés de terre, dépendantes de frontières mouvantes. Et c'est précisément dans ce brouillard que naissent les futurs enjeux. La Bresse apparaît progressivement dans les chartes comme une terre identifiable. La Dombes, elle aussi, commence à se distinguer. Les noms prennent forme avant les États. La féodalité fait naître des maisons seigneuriales, des droits locaux, des fidélités qui ne recoupent pas encore les frontières de la France. Ce n'est pas une simple confusion médiévale, c'est le laboratoire d'une question qui poursuivra la région pendant des siècles. À qui appartient cette terre si son identité précède les royaumes qui la revendiquent? La Bresse, par sa position, devient un enjeu majeur. Elle est fertile ouverte, tournée vers la Saône, proche de Lyon et de la Bourgogne. Le Bugey, plus montagneux, contrôle des passages. Le pays de Gex, placé près de Genève, regarde vers un monde où les influences françaises, savoyardes, suisses et impériales se croisent. La Dombes, enfin, conserve une originalité politique qui la rend presque insaisissable. L'Ain futur se prépare donc comme une mosaïque, et chaque pièce de cette mosaïque aura son propre chemin vers la France. C'est ici qu'entre en scène la maison de Savoie. Aujourd'hui, on associe souvent la Savoie aux Alpes, à Chambéry, aux cols et aux montagnes. Mais pendant des siècles, la puissance savoyarde ne se limite pas au relief. Elle cherche à la contrôler les routes, les vallées, les péages, les zones de passage entre France, Italie, Suisse et Empire. La Bresse et le Bugey deviennent alors des terres stratégiques, par mariage achats-héritages et traités les comtes, puis ducs de Savoie,
étendent progressivement leur influence sur ces régions. L'un des moments décisifs est l'entrée d'une grande partie de la Bresse dans l'orbite savoyarde, à la suite des alliances avec les héritiers de la maison de Bâgé, notamment par le mariage de Sibylle de Bâgé avec Amédée de Savoie. Mais l'histoire de la domination savoyarde ne se résume pas à une conquête brutale. Elle passe aussi par des chartes des coutumes des droits accordés aux villes et aux communautés. Dans ces territoires, l'autorité doit composer avec les habitants, les seigneurs locaux, les villes fortifiées, les intérêts religieux, les routes commerciales. La frontière n'est pas une ligne morte. Elle est un espace vivant, surveillé, négocié. Le moindre château, la moindre porte de ville, le moindre péage peut révéler une tension plus vaste. Le château des Alimes, au-dessus d'Ambérieu en Bugey, résume à lui seul cette géographie de la méfiance. Forteresse du XIVe siècle, il se dresse comme un poste avancé lié aux rivalités entre Savoie et Dauphiné. Un tourisme rappelle que cette position surveillait une frontière stratégique et une route vers l'Italie, convoitée pour ses passages et ses péages. Ce n'est pas un décor, c'est un instrument politique. Une masse de pierres faite pour voir venir l'ennemi, contrôler les mouvements, défendre une limite qui pouvait changer de maître au gré des traités. Dans cette zone, une bataille n'a pas toujours besoin de se produire pour que la guerre soit présente. La simple existence d'une forteresse suffit à montrer que la paix est fragile. Les habitants vivent avec les frontières comme on vit avec une menace silencieuse. Une porte fermée, une garnison déplacée, une taxe imposée sur une route peuvent peser davantage sur la vie quotidienne qu'une grande bataille racontée dans les livres. L'histoire officielle retient les souverains. Le territoire lui conserve les traces des veilleurs. Au XVe siècle, la Savoie semble consolider son pouvoir. Le comté devient duché. Ses princes regardent vers l'Italie, vers la France, vers l'Empire. Dans les villes et les bourgs de l'actuel Ain, les coutumes s'organisent, les fortifications s'adaptent, les fidélités se fixent. Pourtant, derrière cette apparente stabilité, une puissance voisine grandit la monarchie française. Plus le royaume de France se centralise, plus les terres savoyardes situées à l'ouest des Alpes deviennent vulnérables. La Bresse et le Bugey ne sont pas seulement des possessions. Ils deviennent une question diplomatique. Un épisode résume cette tension pérouge. La cité médiévale, aujourd'hui connue pour ses ruelles de pierre et son patrimoine préservé, fut aussi une ville de résistance. Au XVe siècle, elle repousse des troupes liées au Dauphiné. Une inscription latine transmise par les récits locaux célèbre cette défense dans une langue maladroite et presque rugueuse. Il faut la lire avec prudence, car ces inscriptions sont aussi des objets de mémoire, parfois réécrits ou réinterprétés. Mais leur présence dit quelque chose de profond. Les petites villes savaient qu'elles étaient les gardiennes d'un monde instable. Elles ne défendaient pas seulement des murs, elles défendaient une appartenance. Puis arrive le XVIe siècle, et avec lui une accélération brutale. François Ier envahit les États de Savoie en 1536. La Bresse, le Bugey et d'autres terres passent sous contrôle français pendant plusieurs années. Mais cette domination n'est pas définitive. Les traités du Cateau-Cambrésis en 1559 rendent la Savoie et ses dépendances au duc Emmanuel Philibert dans un contexte européen où la guerre entre Valois et Habsbourg redessine les équilibres. Ce va-et-vient est essentiel. Il montre que l'Ain futur n'est pas rattaché à la France par une simple évidence naturelle. Il est pris dans des calculs dynastiques et diplomatiques qui dépassent largement ces villages. À ce moment, la région devient une pièce sur un échiquier plus vaste. Pour la France, contrôler la Bresse et le Bugey, c'est sécuriser Lyon et pousser la frontière vers l'est. Pour la Savoie, les conserver, c'est maintenir un accès occidental, une profondeur stratégique, une présence au-delà des Alpes. Pour l'Espagne des Habsbourg, les routes reliant l'Italie aux Pays-Bas espagnols donnent à ces passages une importance européenne. Le territoire local devient alors le théâtre discret d'intérêts continentaux.
C'est souvent ainsi que l'histoire agit, elle transforme une vallée, un pont ou un chemin en enjeu impérial. La crise décisive éclate au tournant du XVIIe siècle. Charles-Emmanuel Ier de Savoie occupe le marquisat de Salus-Territoire que la France considère comme sien. Henri IV, qui a restauré l'autorité monarchique après les guerres de religion, ne peut laisser ce défi sans réponse. La guerre franco-savoyarde, de 1600 à 1600, inconduit à une négociation dont les conséquences seront immenses pour l'actuelle Aisne. Le traité de Lyon, signé le 17 janvier 1600, met fin au conflit. La Savoie cède à la France, la Bresse, le Bugey, le Val-Romée et le pays de Gex, tandis qu'elle reçoit en échange le marquisat de Saluquet. À première vue, ce traité ressemble à une transaction territoriale. Une terre contre une autre. Mais réduire l'événement à un échange serait passer à côté de sa portée réelle. La France gagne une frontière plus cohérente à l'est. Elle se rapproche du Jura et de Genève. Elle absorbe des territoires qui regardaient depuis longtemps vers plusieurs mondes. La Savoie, elle perd ses possessions occidentales les plus exposées, mais consolide sa logique alpine et italienne. En quelques signatures des villages, change de souverain. Des sujets savoyards deviennent sujets du roi de France. Des coutumes demeurent, mais le cadre politique bascule. Un homme incarne ce passage, René de Lucinge, seigneur des Alimes. Représentant du duc de Savoie auprès d'Henri IV, il participe aux négociations du traité de Lyon. Les récits patrimoniaux soulignent qu'après l'accord, Charles-Emmanuel Ier ne lui aurait pas pardonné son rôle et que Lucinge regagna son château des Alimes, désormais en territoire français, pour échapper à la colère savoyarde. Ici encore, la prudence s'impose, les nuances diplomatiques échappent parfois aux récits simplifiés. Mais le symbole est puissant. Un château construit pour surveiller une frontière devient par le traité le refuge d'un homme passé du service savoyard à l'obéissance française. Ce détail donne une autre profondeur à l'histoire. L'annexion de 1601 n'est pas seulement une décision de souverain, elle est une expérience humaine. Des familles doivent réajuster leur fidélité. Des officiers prêtent serment à un autre maître. Des communautés conservent leurs usages tout en entrant dans un nouveau royaume. On ignore souvent les paroles exactes prononcées dans ces moments de transition. Mais les conséquences, elles sont bien réelles. Dans les registres, les actes, les impôts, les juridictions, la France commence à s'inscrire dans des terres qui n'avaient pas toujours pensé leur avenir avec elle. Le pays de Gex ajoute une couche plus complexe encore. Situé près de Genève, il est exposé aux influences religieuses et politiques de la Réforme. Au XVIe siècle, la région connaît des occupations, des passages de domination, des tensions entre Berne, Genève, Savoie et France. Après le traité de Lyon, son rattachement au royaume ne règle pas immédiatement toutes les questions. Le pays de Gex reste une frontière sensible, proche d'une ville protestante majeure, dans une France qui tente de stabiliser ses équilibres religieux après les guerres civiles. Là où la carte dit « France, les consciences, les réseaux et les habitudes ne changent pas du jour au lendemain ». La Dombes, pourtant, échappe encore à ce récit d'intégration. Alors que la Bresse, le Bugey, le Val-Romée et le pays de Gex deviennent français, en 1601 la Dombes conserve son statut singulier. Ancienne principauté souveraine avec Trévoux pour capitale, elle garde des institutions et des privilèges particuliers. Larousse rappelle que la Dombes forma une principauté souveraine possédée par les Bourbons, avec Trévoux comme centre avant sa réunion à la France en 1762. Trévoux fut aussi célèbre pour son imprimerie, son journal et son dictionnaire, signe d'une vie intellectuelle propre. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de l'Ain, oublié. Une partie du futur département vit déjà dans la France monarchique, tandis qu'une autre conserve encore une forme d'autonomie. La Dombes n'est pas un grand royaume. Elle n'a pas la puissance militaire des États européens, mais elle possède assez de singularité pour rappeler que l'ancienne France n'est pas un bloc uniforme. Elle est composée de statuts d'exemption de juridiction,
de privilèges et de mémoire locale. La souveraineté y est parfois une affaire de nuances autant que de frontières. Au XVIIIe siècle, cette anomalie finit par disparaître. En 1762, la Dombes est réunie à la couronne de France. Britannica confirme ce retour définitif à la couronne après une longue histoire de principauté liée notamment aux Bourbons et aux Bourbons-Montpensier. Avec cette intégration, la mosaïque se resserre. Mais il faudra encore la Révolution française pour donner à l'ensemble un nom administratif commun, l'Aisne. En 1790, les anciennes provinces et pays sont réorganisés dans le cadre départemental. La logique nouvelle n'est plus celle des fidélités féodales, des principautés ou des marches dynastiques. Elle est celle d'un État qui veut découper le territoire selon des principes plus rationnels. Mais un nom nouveau n'efface pas les anciennes couches. La Bresse reste la Bresse, le Bugey reste le Bugey. La Dombe garde ses étangs, ses briques, ses souvenirs de principauté. Le pays de Gex continue de vivre avec Genève à l'horizon. Le Val-Romé conserve sa vallée, ses reliefs, ses traditions. L'Ain devient un département, mais il demeure intérieurement pluriel. C'est peut-être pour cela que son histoire est si souvent oubliée. Elle ne se laisse pas réduire à une seule capitale, à une seule dynastie, à une seule bataille. Au XIXe siècle, les grands événements nationaux traversent aussi le département, mais rarement avec le fracas des régions placées au cœur des guerres. Pourtant, certains épisodes montrent que la mémoire locale sait retenir ses propres héros. En 1814, lors de la campagne de France, des habitants de la région d'Ambérieu et de Belley participent à la défense du défilé des Balmettes contre l'armée autrichienne. Les récits locaux ont retenu l'expression de « héros des Balmettes ». Ce n'est pas un épisode aussi célèbre que les grandes batailles napoléoniennes, mais il dit quelque chose de la région même. Lorsqu'elle semble à l'écart des grands récits, elle se retrouve encore une fois sur une ligne de passage. Les traces matérielles permettent aujourd'hui de relire cette histoire. Au château des Alimes, les pierres rappellent que la surveillance des frontières. À Pérouges, les rues et les portes parlent des villes médiévales qui défendaient leur autonomie. À Trévoux, l'ancien prestige intellectuel de la Dombe survit dans la mémoire de la principauté. Dans le Bugey et le Val-Romé, les musées et maisons anciennes montrent une vie rurale et montagnarde profondément enracinée. Le musée du Bugey-Val-Romé, installé dans une maison Renaissance à Lochieu, conserve justement des collections liées à l'histoire locale, aux métiers, aux paysages et à la vie quotidienne. Il faut aussi regarder les formes plus modestes du patrimoine. Une ferme bressane, une cheminée dite sarrasine, un ancien chemin, une inscription latine, une borne, un nom de lieu. La ferme du Souguet, par exemple, est présentée comme l'une des plus anciennes fermes bressanes, encore debout, avec une datation de 1460 pour sa poutre maîtresse et un classement comme monument historique en 1946. Ce type de lieu ne raconte pas les traités comme le ferait un registre diplomatique. Il raconte ce que les traités ne disent pas, la continuité des vies, des gestes des familles et des paysages. Et c'est peut-être là que se trouve la vérité la plus discrète de l'Aisne. Les grands souverains se sont disputés ces terres parce qu'elles étaient utiles. Rome y voyait des passages et un espace à organiser. Les Burgondes y installèrent une part de leur royaume. La Savoie y trouva une extension stratégique vers l'ouest. La France y gagna une frontière plus solide. La Dombe y conserva longtemps une exception politique. Mais les habitants, eux, ont vécu sous ces couches successives sans toujours laisser leur nom dans les livres. Ce sont eux qui ont transformé les décisions lointaines en réalité quotidienne. L'Ain oublié n'est donc pas une terre sans histoire. C'est une terre dont l'histoire a été trop souvent dispersée entre d'autres récits, celui de Rome, celui de la Bourgogne, celui de la Savoie, celui de Genève, celui de la monarchie française, celui de la Révolution. Pour la retrouver, il faut accepter de suivre plusieurs pistes à la fois. Une piste antique dans les noms et les voies,
une piste médiévale dans les châteaux et les coutumes, une piste diplomatique dans le traité de Lyon, une piste politique dans la Dombe, une piste populaire dans les fermes, les villages et les récits locaux. Alors, lorsque l'on regarde aujourd'hui une carte de l'Ain, il ne faut pas seulement voir un département entre Lyon, le Jura et la Suisse. Il faut voir une ancienne zone de friction, une marche, une charnière, un territoire qui a changé de maître sans perdre complètement ses identités profondes. Les frontières y ont bougé, les serments y ont changé les archives, y ont enregistré des décisions prises loin des villages. Mais les pierres sont restées, les noms sont restés, les chemins sont restés. Et parfois dans un vieux bourg ou au détour d'une vallée, on comprend que la France ne s'est pas seulement construite par ses capitales et ses batailles célèbres. Elle s'est aussi construite dans ces terres de bordure, où l'on ne savait jamais tout à fait si l'on appartenait déjà au royaume ou encore à un autre monde. Si cette histoire vous a fait regarder autrement la Bresse, le Bugey, le Val-Romé, le pays de Gex ou la Dombe, dites-moi dans les commentaires quel détail vous a le plus surpris le traité de Lyon, le rôle de la Savoie, la singularité de la Dombe, ou ces traces anciennes que l'on croise encore sans toujours les comprendre. Pour continuer à explorer les dossiers, oublier les frontières effacées et les fragments méconnus de l'histoire de France, abonnez-vous à Hexachronique. Merci d'avoir suivi ce voyage dans la mémoire profonde de l'Ain et à bientôt pour rouvrir un nouveau chapitre du passé français.